Alors, la question là, c'est est-ce que l'IA peut faire mieux que les médecins? Ok. Et vu qu'on est psychiatre, la question c'est est-ce que l'IA peut faire mieux que deux psychiatres? D'accord? Donc, ça va être assez épique. Je vais pas faire tout le prompt ici parce que j'y ai passé un petit peu de temps. On mettra ça sur le Substack, ok? Mais en gros, le vrai problème avec ces études, c'est que il y a des chercheurs qui se posent pensent sur la question. Et en fait, entre le temps qu'ils fassent l'étude, qu'ils analysent, qu'ils l'envoient à l'éditeur, qu'il y ait les corrections, qu'il y ait les pairs qui éthiquent un peu l'article et le temps où ça sort, il s'est passé 1 an. Et du coup, le modèle d'IA, il est tout pourri, ok? Donc là, les papiers, c'est si tu prends l'IA d'il y a 18 mois, eh ben, elle est moins bonne que les médecins. Ok. Et du coup, ce que les gens posent à chaque fois, c'est mais vous êtes des quiches parce qu'en fait, l'IA de maintenant, elle a progressé. Donc, votre truc, il est complètement pourri, tu vois. C'est genre, est-ce qu'un psychiatre fait mieux, est-ce qu'un cardiologue fait mieux qu'un pot de yaourt avec un fil pour écouter un cœur? Oui, mais là, tu compares un truc qui est pérenne. Ok. Tu me suis? Oui. Et donc, là, donc je mettrai toutes les sources sur le blog, hein, mais là, j'ai pris une étude et en fait, j'ai pris les questions de psychiatrie qui posent à l'IA et puis qui pose ensuite au psychiatre, et après, il demande à d'autres médecins, bon, bah, c'est qui a le plus raison, d'accord? Donc là, il y a 25 questions, ok? Donc il y a 25 questions qu'on va se faire une par une, pour ton plus grand plaisir. On va toutes les faire, là? Bah, je sais pas si on va toutes les faire, mais on va pas passer 3 heures de plus non plus, hein. On est d'accord, hein? Ok. Et donc, le but, c'est, à la fin, les gens pourront voter. Est-ce que c'est l'IA qui fait mieux ou est-ce que les psychiatres, ok? Tu vas voir, les questions vont pas être si compliquées que ça parce que, à mon avis, il y a des questions toutes pourries dans le lot. Ok? Alors, je les ai mises en anglais parce que comme ça, on n'a pas le problème de oui, la traduction est pourrie. Ok? Donc, la question 1, c'est comment est-ce que les bêta-bloqueurs fonctionnent? Donc, je les ai pas lues avant, hein, les questions. Les réponses, les questions, je connais rien. Ok, c'est vierge de tout savoir. Comment est-ce que les bêta-bloqueurs fonctionnent pour la gestion de l'anxiété? Quelle classe de molécules est-ce qu'elles peuvent typiquement remplacer et quels sont les avantages et les désavantages d'utiliser les bêta-bloquants dans l'indication? Ok? Tu penses quoi de la question? Bah, c'est bizarre. Déjà, on n'utilise pas les bêta-bloquants comme un substitut de quoi que ce soit, donc je sais pas. J'imagine que ça peut être un substitut des benzos, c'est ça qu'ils veulent dire, J'imagine, c'est ça. mais bon, voilà. Bah, quels sont les avantages? C'est que c'est pas addictif comme les benzos. Et les désavantages, c'est que bah, y a un effet hypotenseur et bradicardisant du bêta-bloquant, quoi. Mais enfin, je trouve que la question est bizarrement formulée. Substitut, enfin, je vois pas ce que... Ouais, hein, ok. Alors moi, mes critiques sur la question, c'est quand tu parles d'anxiété, j'ai pas la moindre foutue idée de ce que Ah bah tu en veux plus, dire. oui, est-ce que Ok? c'est un trouble de panique? Est-ce que c'est une Voilà, anxiété est-ce que tu parles de généralisée? TOC? Est-ce Est-ce que que c'est tu une parles anxiété sociale? est-ce que Enfin, c'est chez un bipolaire ou pas, tu vois? ouais, Et donc, la question, à c'est mon c'est avis, large. est problématique. Ok, vu qu'on est en psychiatrie et que un des effets des molécules psychotropes, c'est de faire grossir et qu'il y a des problématiques cardiovasculaires, à mon avis, les problèmes des bêta-bloquants aussi, c'est que la tolérance sur le long terme n'a rien à voir. Ok, donc je suis pas sûr que tu puisses remplacer quoi que ce soit. Ouais, La réponse de monsieur, c'est les bêta-bloquants, surtout le propranolol, atténuent les manifestations périphériques adrénergiques de l'anxiété, tachycardie, tremblement de sueur, sans agir directement sur les inquiétudes ou les ruminations. c'est pas tout à fait Ce vrai, qui est ça. complètement faux parce que Ouais, si jamais ouais. tu as des manifestations physiques de ton anxiété et que tu sais que tu as une molécule qui va les bloquer, eh ben, il y a moins d'appréhension, tu es moins inquiet et Oui. tu peux potentiellement moins ruminer aussi. Tu vois, donc là, il y a une Oui. dissociation qui fait qui me paraît pas Bah, puis pertinent. il y avait pas l'histoire aussi que le propranolol, ça passe la barrière hémato-encéphalique et du coup, c'est aussi celui qui est le plus efficace dans l'anxiété parce que peut-être qu'il agit quand même un petit C'est peu ça, mais du coup, il est aussi sur associé à des l'anxiété problématiques directement, de quoi. dépression. Oui, voilà. On est d'accord. Il ne remplace pas les IRSNA dans les troubles anxieux persistants. Je pense qu'en fait, c'est faux parce que tu sais pas trop ce que tu as défini, tu vois. Donc, en fait, la question qui a été posée était mal posée. Ok. Et la réponse est catastrophique. On est d'accord. Donc là, il fait la limite. Il fait les effets secondaires des bêta-bloquants. Mais moi, j'ai des gens qui ont juste qui ont une phobie sociale et qui tremblent et qui ont un tremblement essentiel et qui peuvent prendre un bêta-bloquant de l'athénolol, par exemple, et ça marche bien. Oui. Et du coup, il y a des bêta-bloquants qui sont cardio-spécifiques, cardio-sélectifs. Donc, en fait, le bronchospasme, on n'est pas trop concerné, ok. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette question. Question 2, qu'est-ce qui doit être considéré chez un patient qui a débuté de la risperidone il y a plus d'une semaine, le Depakote il y a 6 jours, alors je ne sais pas ce que tu as foutu avec ce patient, mais ok, pour lequel il n'y a pas eu de valeur de base, il n'y a pas eu de bilan de base, il y a des enzymes qui sont maintenant
à 74 pour les azates et 115 pour les alates. C'est l'inverse. Mais... 74 pour les alates et 115 pour les azates. Qui boit un peu d'alcool de temps en temps et il prend pas d'autres médicaments. Bon, déjà, qui a fait ça? Qui a fait ça? Alors, qui a fait ça? Tu vas me chercher le gars qui a fait ça. Tu le ramènes. Alors, ok. Donc, t'as commencé. Le mec picole, tu fous de valproate et tu fais pas de bilan bio de base. Alors, c'est vraiment la dèche. Tu fais valproate et tu fais risperdal en même temps. Les deux en même temps, c'est un peu chaud. Ok. De l'alcoolisation occasionnelle. J'ai pas le moins de foutu idée de ce que ça veut dire. Moi, mon patient cet après-midi, l'alcoolisation occasionnelle, c'est 3 verres de whisky par jour, si tu veux. Oui, okay. Donc, et il prend pas d'autres médicaments. Ça, en fait, là, il faut virer le type qui a fait ça, tu vois. Virer le type qui a fait ça. Il y a des bilans à faire avant de mettre certains traitements en place, quand même. Et le bilan hépatique avant de mettre du valproate, ça fait vraiment partie des choses. J'imagine qu'il est maniaque. Tu l'as fait il y a une semaine, puis 6 jours après. J'imagine qu'il est maniaque, le gars, mais du coup, t'es en train de filer. Du coup, t'es en train de filer risperdal et Depakote chez un type maniaque. Est-ce que t'as des études qui montrent que ça marche? Je suis pas sûr du tout. Et là, tu me parles d'atteinte médicamenteuse, mais ça se trouve, le type, il a un IMC à 40. Et du coup, c'est un petit peu audacieux de commencer à parler d'atteinte médicamenteuse. Tu vois, la réponse, c'est une atteinte hépatique médicamenteuse est possible, mais elle ne peut être attribuée avec certitude ni au valproate ni à la risperidone en l'absence du bilan initial. Ces valeurs justifient une réévaluation biologique rapide sans démontrer à elle seule une insuffisance hépatique grave. Alors oui, parce que si là, tu as un médecin qui répond que c'est une insuffisance hépatique grave, on a un fucking souci. Okay. Oui, on n'évalue pas du tout l'insuffisance hépatique là-dessus. Ok, donc en fait, on a 2 problèmes là, c'est les deux mêmes problèmes à chaque fois. La question est pourrie et du coup, la réponse est un peu pourrie. Est-ce que la réponse est pourrie à cause de la question? C'est pas impossible. Franchement, honnêtement, c'est pas impossible. Ouais. Moi, par contre, tu me poses cette question, je te dis, pose-moi une autre question. Parce que l'idée, c'est pas de prendre des cas fictifs et de regarder comment l'IA se démerde. L'idée, c'est de regarder en clinique, est-ce que tu peux remplacer l'IA par un médecin? En vrai, tu vois, ça t'arrive de récupérer des dossiers ou... Oui, mais du coup, si moi, j'ai ça, si tu me montres ça, je te réponds pas, une atteinte hépatique médicamenteuse est possible. Je te dis, c'est quoi son poids? C'est quoi sa quantité d'alcool? Pour quelle raison t'as mis ça? À quelle dose tu les as mis? Tu vois, il y a plein de questions, en fait. Je réponds pas avec juste ça, ok? Donc, je ne suis pas convaincu. Ok? Alors, quel antipsychotique atypique a le moins de risques combinés de prise de poids, d'acathysie et de syndrome des jambes sans repos? La perle. Ok. Alors, là, je sais pas comment tu vas répondre à cette question. Et moi, si tu me poses cette question, je te dis, mais au bout de combien de temps? Tu vois? Est-ce que c'est sur une étude dans la schizophrénie sur 4 semaines ou 3, ou la phase maniaque? Est-ce que c'est en traitement adjuvant sur une dépression? Est-ce que c'est chez un patient bipo ou machin? Tu vois, quel est le poids de base? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'il y a déjà eu des médocs avant ou pas? Et surtout, l'aziprazidone, en fait, le souci, c'est qu'il y a un allongement du QT. Il dit l'aziprazidone parce que c'est la réponse du coup, oui, c'est la réponse de l'IA, pardon. La réponse pragmatique la mieux étayée parmi les antipsychotiques atypiques courants est l'aziprazidone. Donc là, le souci, c'est qu'il y a un gars qui va dire, mais attends, mais d'où tu sors ça? Parce que il faut additionner les risques des différentes propositions, on est d'accord, des différents effets secondaires. Et après, une fois que tu additionnes tout ça, le comparer, et je sais pas comment il a foutu ça, ChatGPT, mais à ma connaissance, c'est difficile de faire ça, ok? Tu vois, c'est difficile de faire ça. Parce que tu as l'hylopéridone où, clairement, l'acathysie, c'est pas très fréquent, ok? Mais du coup, je vois pas comment tu te démerdes avec ce truc, hein. Honnêtement, je vois pas dans comment la tu te démerdes. justification, il dit quoi? Il dit, l'aziprazidone se situe parmi les antipsychotiques ayant le plus faible risque pondéral, présente généralement moins d'acathysie que les agonistes partiels dopaminergiques. Il n'est pas l'une des molécules les plus régulièrement associées au syndrome des jambes sans repos, contrairement à la kétiapine, l'olanzapine ou la clozapine, parce qu'effectivement, c'est pas anticholinergique, on est d'accord. Il n'existe toutefois aucune comparaison directe validant un classement combiné de ces 3 risques. Ah bon, on est d'accord. Oui, mais il met quand même dans la réponse, enfin bref, il met quand même ziprazidone dans c'est ça. Donc en fait, là, c'est bien parce que je lui ai dit explicitement de pas halluciner et de pas sortir s'il sait pas. Et du coup, il donne la réponse avec un niveau de confiance de 74%. C'est ça. Ok. Donc en gros, il vient de te dire la réponse n'existe pas, mais je te la file et il est confiant à 74%. Ok. Ce qui, moi, me rassure pas trop si tu dois m'opérer, ok? Puis je suis pas sûre que les gens, spontanément, 74%, tu te rends pas forcément compte de ce que c'est comme niveau de confiance. C'est le souci.
C'est le souci. Ça veut dire quoi, niveau de confiance? Je sais pas. 74%. Je sais pas On ce est que ça d'accord, ça veut rien dire en plus. Enfin, en tout cas, ça veut peut-être dire quelque chose dans leur tête, mais nous, on n'a pas les instruments pour évaluer 74% de niveau de confiance. Ça, c'est quoi. l'IA hein, qui dit niveau de confiance. Ouais, je sais, mais on n'a pas les instruments. Nous, lisant la réponse de l'IA, on n'a pas l'instrument pour comprendre ce que ça veut dire niveau de confiance que 74%. Après, si tu lis l'étude, les recos, ils font grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. J'imagine qu'on peut diviser 74 en 2, 36. On est à grade 4, tu vois, entre grade 3 et grade 4 sur 5. Tu vois. Okay. J'imagine, je sais pas. Bah, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, moi. Comment est-ce que tu transitionnes, question 4, tu transitionnes de l'adéral, 30 mg, vers Mideis. C'est quoi ça? Ouais. Je sais pas ce que c'est, Mideis. Fais voir. Ça s'écrit MYDAYIS. Non, si, dans ma poche. Qui a rédigé les questions? Eh ben, c'était c'est les questions. C'était une étude, ouais, c'est ça? C'est les questions posées. C'était une étude justement pour comparer l'efficacité des médecins par rapport à l'IA. Donc, on a repris les questions de l'étude. Mideis, il y a quoi dedans? C'est une version d'amphétamine qui dure 16 heures. Ah. Okay. Donc, c'est ce que tu prends le soir. Ouais, okay. c'est ça. Ok, c'est ce que tu prends le soir. Ok. Et ben du coup, en fait, ça, moi, je m'en sers pas. On est d'accord. Mais là, j'avoue, l'IA, c'est mieux que moi parce que c'est un truc qui est pas disponible en France et donc je connais pas les doses à laquelle tu commences ça. Bah attends, il y a Étienne B qui dit c'est comme quand tu quantifies un risque à un patient. Ah pardon, je suis pas censé dire les noms des gens sur le chat, c'est ça? Ah si, il est public celui-là. Ah celui-là il est public. Ok. Ouais. En consultation, il se présente pas ce que c'est qu'un odd ratio de 1,84. Bah oui, mais en fait c'est ton boulot en tant que médecin d'essayer de le faire comprendre au patient. Ça, ouais. Donc là, l'IA elle le fait pas ça. Donc je suis d'accord hein, sur le principe, mais enfin moi j'ai l'impression justement de passer mon temps à expliquer ce que c'est aux patients, que les risques et dans quelle proportion ils arrivent quoi. Donc je pense que c'est pas la même chose. Donc là, pour moi, question 4, clairement, il a gagné parce que Mideis, je connais pas, je m'en sers pas. Donc, il a gagné. Il y a absolument aucun doute que là, il est meilleur que moi. Il y a aucun souci que nous. Question 5. Quelle est la prise de poids attendue avec un patient sous Vraylar sur une période de 6 mois? C'est quoi le Vraylar? Vraylar, c'est la cariprazine. Ah. Okay. Et là, il te dit, il n'existe pas de valeur universelle pour toutes les indications, donc c'est bien. Il a nuancé, on est d'accord. Ok. Dans l'étude ouverte de 26 semaines en adjonction dans la dépression majeure, la prise de poids moyenne sous cariprazine était d'environ 1,7 kg. Okay. Donc là, est-ce que tu penses vraiment, regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu penses que après 6 mois d'un neuroleptique, lequel qu'il soit, tu peux avoir une prise de poids moyenne de 1,7 kg. Moyenne. Chez des patients dépressifs. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est dans la dépression? Non. Ah oui, si, c'est dans la dépression. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ok. J'en sais rien, moi. La réponse est non. D'accord. La réponse est non était sur l'étude ouverte. Ok. T'es sur la phase ouverte d'une étude qui au début était randomisé. Okay. Donc ce qui s'est passé là, Clara, la seule chose qui peut expliquer ces chiffres, c'est que les gens qui ont fait la première partie de l'étude randomisée, c'est comparateur, ouais, ils se sont cassés pour des raisons diverses et variées. Ceux qui prenaient du poids, ils se sont cassés. Et là, tu as l'échantillon sélectionné de gens qui ont suffisamment peu d'effets secondaires pour continuer. Et du coup, tu es à 1,7 kg. C'est fou parce que du coup, dans la justification, il explique ça. Hein. Vous voyez pas tout, mais en gros, l'IA explique... Si, c'est écrit, il voit tout. Ah, il voit tout, pardon. Il voit ça, ouais. Excusez-moi. Non, je trouve c'est fou qu'il explique justement tout ça, et notamment que c'est une étude ouverte sans comparateur, et après, il met un niveau de confiance à 96%. Ouais, alors du coup, ça me fait dire que celui de 74% en niveau de confiance... Ah là, c'est pas bon, ouais. C'est vraiment pas bon, quoi. En fait, pour moi, je trouve que ça illustre bien le fait qu'il comprend pas ce qu'il dit. Il comprend juste pas ce qu'il dit, quoi. Okay. Donc, quand tu as 20% des patients qui ont au moins pris 7% de leur poids initial, alors qu'il y a 5% qui en ont perdu au moins 7%, en fait, moi, en psychiatrie, mes patients sous neuroleptiques, j'ai jamais vu quelqu'un perdre du poids tout seul. Okay. Ah ouais.
J'ai jamais vu. Alors, tu as peut-être des gens qui perdent un peu moins de poids que d'autres ou qui stagnent. Tu as peut-être sûrement un patient qui est en rémission complète Bah, en fait, moi, j'ai vu et des qui pertes de perd poids, du mais poids. c'est plus sur des rémissions. Rémission pas, complète et qui perd du poids, ok. Mais c'est pas ça. Alors là, en fait, la question c'est est-ce que la cariprazine sur 6 mois, tu montres que c'est efficace pour prévenir une rechute dépressive? La réponse est pas vraiment, ok. Pas vraiment. Donc en fait, la question c'est pourquoi est-ce que tu voudrais foutre quelqu'un sous 6 mois de neuroleptique et c'est quoi les chances qu'on soit vraiment à 1,7 kg, ok. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. 96% de confiance, c'est pas vrai. Est-ce que le lithium interagit avec le léorazépam? Question 6. En termes d'interaction pharmacocinétique, non, je ne crois pas. Non. En termes d'interaction pharmaconique, à proprement parler pure, hein, non, je pense pas non plus. Bah, si, mais on n'a pas vraiment de foutue idée de comment marche le lithium, donc il y a peu de chance. Là, tu parles d'une molécule qui va augmenter l'action du GABA, qui est présent partout, avec du lithium qui se comporte comme un ion. Donc, oui, il va y avoir des interactions. Oui, tu me diras, oui, pardon. Il va y avoir C'est vrai. les chances qu'il n'y ait pas d'interaction sont nulles, on est d'accord. Ok, c'est impossible, tu vois. Alors, il n'y en a pas de décrite, en tout cas. Voilà, on est d'accord. On n'a pas de décrite. Ok. Mais tu as raison. On n'a pas de décrite. Et là, en fait, la question, c'est est-ce que c'est cinétique ou est-ce que dynamique? Mais il n'a pas posé la question, on est d'accord. Et sur le plan pharmacocinétique, pas qu'on sache. Okay. Alors, tu pourrais en trouver. C'est-à-dire que si jamais tu es trop sédaté avec le lorazépam et que tu vas pas boire, eh ben, tu peux avoir machin. Le lorazépam peut te mettre un peu la bouche sèche et tu bois plus. Enfin, tu vois, il y en a un petit peu, on aurait même un petit peu de nuance, ok. Et sur le plan de la pharmacodynamique, on n'a pas la moindre foutue idée de ce qui se passe, ok. Donc là, ces réponses, il n'existe pas d'interaction pharmacocinétique importante. Il y a des gens chez qui le lithium, ça sédate un peu. Donc ah bah oui, tu peux. Ah mais oui, tu peux. Sur le plan de l'équilibre, il n'y a pas de souci. Et donc là, aucun ajustement systématique du lithium n'est requis du seul fait de l'introduction de lorazépam, mais les symptômes neurologiques doivent faire recharger du lithium plutôt que d'être attribué automatiquement aux benzodiazépines. Il fait même des fautes d'orthographe. Ah ouais? Bah, aux benzodiazépines, pour moi, c'est à la benzodiazépine à la fin. Tu vois. Ah oui, tiens. Ok. Donc là, niveau de confiance, 96%. Pour moi, il faut être un poil plus précis avant d'être confiant, si tu veux. Bah oui, là, sur un truc où justement, on sait pas. On n'a pas le moindre futil. Donc ça, je pense qu'un truc qu'elle sait pas dire. Je pense qu'elle sait pas dire l'IA. En fait, on n'a pas la moindre foutue idée de comment ça marche. Donc jusqu'à preuve du contraire, il y a des interactions qu'on ignore. Ok. C'est quoi les préoccupations, question 7, avec le fait d'augmenter l'Invega Sustena de 117 à 156 mg sans une période de palipéridone par-dessus? Oral. Ok, oral. Ok. Donc là, c'est la palipéridone. Faut le voir comme la palipéridone qu'on a en France. Hein. On est d'accord? C'est le Xépion. C'est le Xépion. Ok, c'est le Xépion. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu passes de 117 à 156 sans mettre de palipéridone oral ou de risperdol oral pour bah, il se passe rien, on est d'accord. Rien du tout. C'est quoi? C'est bizarre comme question. Et donc là, pour moi, si tu me posais la question, que c'est un peu plus lent à agir éventuellement. Enfin, je veux dire, si tu veux augmenter rapidement pour avoir un effet rapide, c'est vrai que. C'est plus ça. Voilà, mais en soi, sinon, il va rien se passer. Parce que moi, si tu me poses la question, je te dis, ben, c'est chez qui, tu vois? Si c'est chez Francis qui est en train de décompenser, il faut accélérer sévère la prescription, on est d'accord? C'est le tout. Il faut mettre un petit peu de péros en plus parce que ça risque de pas marcher le plus vite possible, on est d'accord? Mais après, en fait, le risque, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des effets secondaires. Tu vois, moi, si tu me demandes qu'est-ce qui peut se passer, je peux dire, tu peux avoir des problématiques de tolérance, tu peux avoir une dystonie aiguë, tu peux avoir les effets secondaires. Oui, mais c'est pas parce que tu mets pas de palipéridone oral, ça. Oui, mais même sans, avec ou sans. Oui, c'est ça, mais donc, là, c'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Si tu fais pas, ok. Quel est le problème si tu augmentes sans mettre la palipéridone orale? Ça risque ça risque de pas marcher assez vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste ça. Bon, ça me va. Et puis là, il me parle de la notice, donc ok. Quels sont les effets secondaires de l'escitalopram quand il est utilisé pour l'anxiété? Il a toujours pas pigé qu'anxiété, c'était pas bon. Oui, hein. On est d'accord. Donc ça, c'est l'être humain qui pose la question, ok? Donc quand t'as un psychiatre, là, t'imagines, t'as un psychiatre qui pose les questions pour évaluer si l'IA est bonne ou pas, et il arrive à ce genre de questions. Okay, alors tu pourrais me dire peut-être que les questions sont biaisées en notre faveur.
et qu'il est Mhm. volontairement flou pour que l'IA sache pas trop. Ok. Je... La réponse, ce serait pas con. Ouais. La réponse de l'IA, c'est les effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, l'insomnie ou la somnolence, la fatigue, les sueurs, les troubles digestifs et les dysfonctions sexuelles. Et donc là, honnêtement, entre l'IA et la notice, il y a Bah, c'est aucune ça. valeur ajoutée. Ok. Mhm. Il y a aucune valeur ajoutée. Donc moi, par exemple, tu vois, si je te demande Après, j'aurais pas pu te les citer dans l'ordre de fréquence. dans l'ordre, je sais pas si. Je sais pas s'ils sont dans l'ordre de fréquence, mais tu vois. Bah moi, le premier effet que j'ai, c'est hors de fréquence, non, parce Pour moi, que c'est les dysfonction dysfonctions sexuelle en premier. sexuelles, c'est avant, ok. Moi, le premier effet secondaire que j'ai en tête, c'est ça marche pas, ok. C'est pas un effet secondaire, mais. Ouais, mais tu vois, je dis le risque, c'est que ça marche pas terrible, Ouais, ok. bien sûr. Vu que ça marche pas terrible, le risque, c'est que tu files un truc à un patient qui marche pas forcément, qui commence à s'engouffrer dans le bon, ben j'ai besoin de médoc. Vu que ça marche pas, tu augmentes d'autres médocs et tu commences à rentrer dans les problématiques. Ouais, mais Parce là, t'es que, pas du tout dans la problématique des effets secondaires. pour moi, un des effets secondaires des psychotropes, c'est que Oui, tu mais fais toi, rentrer les gens dans la psychiatrie. Oui, d'accord, mais là, tu es sur une considération philosophique de la Bah, médecine. Ça... bah C'est non, pas non, du non, tout non. la question là. Mais non, parce que regarde, par exemple, Non, mais je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas un effet secondaire. C'est un risque, éventuellement, mais c'est pas un effet secondaire. Là, si tu arrives à me parler de la différence entre risque et effet secondaire, Bah, ça va effet être secondaire, compliqué. c'est un effet de la molécule dans le corps. C'est pas du tout direct, tu vois. C'est pas. Sinon, sinon, tu peux parler d'effet tertiaire ou quaternaire. Là, Tu si tu parles de veux, on risque. crée un autre. Mais moi, à mon avis, c'est un des risques, tu vois, que les gens commencent à dépendre du médoc, à tort ou à raison, tu vois. Mais à mon avis, c'est un des risques. Il y a le risque qu'il y ait des problématiques virage de l'humeur ou déstabilisation de l'humeur, etc., etc. On est d'accord. Tu notes qu'il n'a pas parlé du risque sérotoninergique. Ok. Mais pour moi, il y a aussi le fait que ça peut s'aggraver au début. On est d'accord. Et donc, pour moi, il y a pas mal de problématiques là. Mais en fait, pareil, anxiété, c'est trop vague, tu vois. D'ailleurs, lui, il interprète en utilisant le trouble anxieux généralisé. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, c'est un exemple de l'IA qui est contrainte avec ce que nous, on sait. Et donc, l'IA, c'est pas que le trouble anxieux généralisé, c'est pourri. Mais pour moi, un des risques d'utiliser les citalopram pour l'anxiété, c'est d'utiliser des concepts complètement fumeux, quoi. S'il parle de trouble anxieux généralisé. Mais c'est pas un effet secondaire direct du médoc. Okay. Est-ce que le fait de mesurer la CRP chez les patients déprimés cliniquement est utile pour diriger leur traitement? En France, on le fait pas, mais j'imagine que ça peut servir, oui. Enfin, non, on le fait pas. J'imagine qu'il y a des gens qui le font, mais... Ouais. Mais oui, j'imagine que ça peut servir. C'est clair que si quelqu'un est complètement affecté de partout, vaut mieux... Ah oui, mais là, on parle ils vont parler, à mon avis, de niveau de CRP. Ouais, c'est ça, des petites petit CRP. peu, tu vois, genre 7, 5. Est-ce qu'il faut faire la CRP ultra sensible ou pas? Je t'avoue, là, c'est hors de mon domaine de compétence. Okay. Pour moi, ce que j'avais en tête, c'est que en théorie, oui, en pratique, ça changeait pas grand-chose. Ok. Donc lui, il répond pas en pratique clinique courante. La CRP reste un biomarqueur de recherche et ne doit pas actuellement déterminer à elle seule le choix de l'antidépresseur. Alors du coup, on est d'accord. Imagine, là, l'idée, c'est t'es devant un patient, il a une CRP qui est à 5, et tu dis, est-ce que ça sert à quelque chose, la CRP, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Ou même avant, tu vois, avant de voir le patient, tu dois faire la prise de sang et tu dis, est-ce que je lui fais une CRP ou pas? Okay. Et en fait, tu fais tes antidép au début pourris, tu vois, tu fais ton séroplex, puis ton Zoloft, si tu veux, là, il n'y a pas de souci. Et après, il y a des gens qui, selon le niveau de CRP, ont plus ou moins de chances de répondre à telle ou telle molécule, tu vois. Donc, par exemple, tu pourrais te dire, le bupropion, peut-être que c'est moins impacté par la CRP. Tu pourrais te dire s'il y a des folates, par exemple, tu pourrais dire il y a un peu de CRP élevé, donc on va mettre des folates. Okay. Donc en fait, la question là, c'est pas moi quand l'IA on lui pose la question, savoir si elle peut remplacer les médecins. C'est pas pour remplacer un bouquin de psychiatrie de bas niveau qui dit pour la clinique, c'est pas bien, mais ça peut quand même influer, tu vois. C'est quand est-ce que tu t'en sers, qu'est-ce que tu fais de ça. Et du coup, à mon avis, je pense que donc la CRP, c'est la protéine C réactive. C'est un marqueur d'inflammation. C'est un marqueur d'inflammation qui est sécrété par le foie. Ok, donc si tu lis sur Internet, tu vas voir des gens qui disent il faut doser la CRP. S'il y a de l'inflammation, il faut tout faire pour baisser de l'inflammation, pour regarder le soleil dans les yeux, écouter la nature, faire du yoga, etc., etc. Sinon, c'est moi.
Ou sinon, c'est toi. C'est mes initiales. C'était initial, Caro Bertus, ok. Et du coup, c'est très bien, ok. Mais donc, en fait, non, c'est pas, donc clairement, tu peux pas faire ça pour tout le monde. Mais à mon avis, personnellement, c'est bien d'avoir une idée de la CRP de tes patients, ne serait-ce que parce que si jamais tu tombes sur une CRP à 30 par hasard, tu vois, t'as une vague idée de ce qui se passe à côté quand même, tu vois. Tu t'abuses pas à enchaîner les antidep si le type il a une CRP à 30, 40, machin. Oui, Donc oui, moi, oui, je fais bien une sûr. CRP parce que je suis psychiatre. Il faut pas le faire en pratique clinique courante, mais encore une fois, si tu remplaces les médecins, c'est pas pour de la pratique clinique courante, c'est pour les cas compliqués parce que chez la majorité des gens en psychiatrie, la CRP Non, clairement non, sert ça à c'est rien. pas vrai ça. Si l'IA remplace les médecins, c'est pour la pratique courante. C'est ce que C'est toutes les politiques de santé veulent. Donc, euh, le rêve, c'est de remplacer les médecins pour les trucs de base et que les médecins ah oui, soient mais sollicités que pour les trucs super compliqués. là c'est ce que dit Là oui, c'est les Ouais. politiques de santé, mais si tu écoutes les agents de la tech et certains qui veulent supprimer les psychiatres, Ah oui, c'est qu'en oui. fait on peut supprimer tous les psychiatres. Quand les gens ils disent on peut virer 90% des psychiatres, si tu vires des psychiatres de secteur, tu vois, Ouais. tu vis des psychiatres de machin, tu peux pas garder que les experts parce que 90% il reste pas assez de monde. Ok, faut que j'aille faire pipi. Oh, Je suis désolé. Non, mais on en est déjà à la question 10. C'est rapide. mon Dieu. Si ça te saoule, tu peux. Donc, je lis vos commentaires en attendant. Alors, je lis surtout Clara a raison et je lirai pas le reste. C'est très bien, Clara a raison. Non, je rigole. Oui, non, le risque est en effet majeur sur le fait de prescrire un traitement qui marche pas. C'est vrai que ça peut vraiment être un engrenage, en effet, comme il disait. Mais voilà, il y a quand même la notion d'effet secondaire, c'est une notion de pharmacologie, il me semble, et on est vraiment sur le premier effet du médicament, c'est d'arriver dans le corps et de se transformer. Et après, tout ce qui se passe tous les autres effets du médicament sont des effets secondaires, donc pour moi, c'est vraiment ça. Donc, ce qu'il décrivait, c'était pour moi pas un effet secondaire. Attends, appelle. Ah Ok. non, attends, si, oui, tu en connais. Je sais pas pourquoi il dit ça. Toi, tu parles de moins en moins fort. Pardon. Tu vois, on va. Est-ce qu'il y a des patients que vous partagez avec le docteur Sikorov? Alors, on partage pas les patients, Mais il y en a qu'on voit en commun. mais il y en a ouais. qu'on voit en Qu'on voit commun parfois. Ouais. En fait, moi, j'ai aussi un hôpital de jour à côté, et donc je vois les patients à l'hôpital de jour pour voir comment ça se passe à l'hôpital de jour et pour superviser les ateliers. Et donc, du coup, je vois des patients du docteur Sikorov souvent. Et des fois, on se fait voir les patients l'un l'autre Ouais, quand même pas. quand on coince. Ok. Alors, question 10. Est-ce que de combiner Killbri avec un stimulant, c'est particulièrement activateur chez les patients suivis en pédopsychiatrie avec un TDAH et un TSA qui ont encore un pauvre contrôle de l'hyperactivité et de l'impulsivité, malgré le fait d'être à la haute la plus importante, la plus tolérée de stimulants. Ok, donc là, J'ai la bien question compris. c'est, tu as des gamins, ils sont sous stimulant à la dose max qu'ils tolèrent, et ils sont un TDAH et un TSA. Et est-ce que tu peux rajouter par-dessus de la viloxazine, parce que c'est Killbri, Ah. qu'on n'a pas en France encore une fois. Est-ce que c'est particulièrement activateur? Okay, donc pour moi, si tu dis est-ce que c'est activateur, ça veut rien dire. Ok, si tu as un interne qui te pose la question, tu dis est-ce que c'est activateur, ou alors pas ça la c'est pas ça, question. c'est qu'ils sont particulièrement overly activating. Non, si c'est ça, est-ce que ça va être particulièrement activateur? Non, de non, c'est rajouter la question, c'est est-ce que de mettre de la ville machin là, avec des médicaments qui sont particulièrement activateurs chez des patients pédiatriques, mais c'est le stimulant qui est activateur, c'est pas le Qelbree. Ah bon, non, on peut le lire dans l'autre sens. Hein. Ah bon? Ouais, on peut le lire dans l'autre sens. On peut le lire dans les deux sens. Ok. De toute façon, honnêtement, la réponse est non. Tu peux mettre de la viloxazine avec un stimulant si tu veux. Ok. Mais ça, c'est pareil, ça nous correspond pas forcément parce que ça nous intéresse pas énormément. Parce que la viloxazine, on l'a pas. Sauf faire de ma part, la viloxazine, on l'avait avant et on l'a plus. Ok. Et du coup, là, il la ressorte aux États-Unis comme un nouveau truc. Et donc en fait, c'est un monoaminergique, la viloxazine. Donc tu peux le faire. Alors après la question c'est est-ce que ça marche, mais bon, on ne sait pas, on la connaît pas la molécule. Alors quel médicament pour l'anxiété peut être approprié qui minimise le gain de poids chez un patient qui a déjà pris du poids avec de la sertraline
alors que ça adresse aussi les symptômes de l'épisode dépressif majeur. Quoi? En gros, la question, c'est le patient, il est sous sertraline. Ouais. Il a déjà pris un poids considérable avec de la sertraline, ok? Et qu'est-ce que tu peux lui mettre qui minimiserait la prise de poids, mais qui marche aussi sur l'épisode dépressif majeur? Ouais, c'est ça. C'est en train de me dire le bupropion, mais ouais, ok. Ouais. Donc toi, tu dis le bupropion. Lui, il met le bupropion et l'antidépresseur le plus favorable, mais il ne constitue pas un anxiolytique établi. Il est surtout pertinent si la dépression prédomine et si l'anxiété n'est pas sévèrement activée par les médicaments noradrénergiques. Ok. Ok. Donc là, tu vois, en fait, si tu as cette question, la question c'est est-ce qu'il est en rémission avec la sertraline, tu vois? Si t'as pas la moindre foutue idée Oui, j'avoue. de comment il est sur le plan de la rémission, sur le plan de l'anxiété et sur le plan de la dépression, tu sais pas du tout, tu n'as pas la moindre foutue idée de quoi on parle. Est-ce qu'il avait un trouble anxieux? Si oui, c'est lequel? Est-ce qu'il est devenu dépressif après? Est-ce qu'il avait les deux depuis le début? Est-ce que là, vraiment, de mettre du bupropion sur l'anxiété, c'est aussi efficace que la sertraline? La réponse, c'est... Ah non, mais c'était pas ça la question. La question, non. c'est que tu gardes ta sertraline. C'est ça, non? Je sais pas. Attends. What medication was it to use? Est-ce que tu gardes... Attends. Ah bah je sais pas, du coup c'est pas clair en fait. C'est pas clair, on est d'accord, hein? C'est pas clair. Est-ce que tu gardes ta sertraline et t'ajoutes du bupropion, auquel cas c'est quand même un petit peu... Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas... Pourquoi pas, mais clairement c'est pas ça que tu ferais, honnêtement. Non, tu ferais juste autre chose. Tu mets un autre médoc, parce que tu prends du poids sous sertraline. Bah, tu peux tester de la fluoxétine ou un autre IRS. Tu vas peut-être pas prendre de poids, on est d'accord. Et si tu enlèves la sertraline... Bah, si t'enlèves la sertraline, tu peux faire c'est ça, tu fais par contre, si tu la gardes, de la metformine, c'est quand même vachement mieux. La metformine, ça peut améliorer l'anxiété, ça peut améliorer l'humeur, ouais. Mais ça dépend de comment ça marche la sertraline, tu vois. Je veux dire, si ça marche, enfin, clairement, faudrait qu'il, tu vois, là, pour que tu rajoutes quelque chose de la sertraline, faut que le type, il ait essayé d'autres trucs avant, qui n'ait pas du tout marché et que tu aies une réponse partielle sous sertraline, tu vois. Ce qui est une situation, à mon avis, pas très, très fréquente. Et en fait, là, bah, tu peux tout faire. Tu peux mettre les folates, tu peux mettre du Prami, tu peux mettre ce que tu veux, mais on n'a pas la moindre foutue idée de ce qu'il a, le patient, honnêtement. On n'a pas la moindre idée, honnêtement. Parce que les folates, ça minimise la prise de poids. Tu l'ajoutes avec la sertraline. Bah, c'est pas que ça minimise, mais c'est neutre sur le poids. Ah oui, c'est ça, parce que là, ils mettent minimiser. Je sais pas. Ouais, mais minimiser, c'est en anglais, c'est pas forcément. Ah d'accord. Ce serait ouais. Donc honnêtement, pour moi, la question là, la question, elle est chelou. Honnêtement, la question est chelou. Parce que sur les troubles anxieux, alors sur l'anxiété et le bupropion aggrave pas forcément l'anxiété, ok. Mais sur les problématiques anxieuses, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace, ok. Après, ça dépend de c'est quoi être dépressif et c'est quoi être anxieux, parce qu'on n'a pas la moindre foutue idée de ce que c'est comme truc. Et vu que quand tu vois, tu peux pas, à mon avis, avoir des, tu vois, on se fait chier, les Américains payent pour faire de la science, nous on paye, tout le monde paye. Il y a je sais pas combien d'études qui te disent que bon ben concrètement anxiété et dépression c'est très difficilement dissociable et ça veut rien dire et après poser à l'IA des questions qui se contrefichent de tout ce qu'on a comme connaissance sur le sujet et qui sont vagues comme ça. Donc honnêtement, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'un stimulant avec de la sertraline pour diminuer la faim change beaucoup du bupropion? Alors c'est quand ça change pas beaucoup. Pas les mêmes exactement. Mais sur l'anxiété, c'est pas très élégant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas toujours très possible. Élégant. Mais j'y ai pensé aussi à mettre un stimulant en plus. Possible. Si tu veux adresser la dépression et la prise de poids, c'est vrai que le stimulant, pour le coup. Bah ouais, mais là il y a manque l'anxiété. Mais tu vois quand il dit l'anxiété, ça veut rien dire. Mais non, mais en plus de la sertraline. Ouais. Bah tu peux, ouais. Mais c'est pas très élégant. C'est pas très élégant. Donc, je suis pas convaincu. Niveau de confiance, le fentanyl, ouais, non. C'est un peu chaud, le fentanyl. Alors, attends, elle a l'air bien. Quelle est l'approche recommandée pour décroître de façon graduelle le citalopram 40 mg après avoir été dessus pendant une décade? Pendant 10 ans. Alors, celle-là, elle est pour moi. Vas-y. Celle-là, elle est pour moi. Vas-y, tu veux répondre d'abord. Oh non, bah, j'allais dire probablement une décroissance hyperbolique. Mais de quelle décroissance? De quel type d'hyperbole tu parles? Parce qu'on a fait un article. C'est ça. Après 10 ans de traitement. Sur au moins 10 ans. C'est ça la Il faut appeler le docteur Joseph. C'est ça. Il faut une décroissance personnalisée à 60 000 balles l'année.
Alors, après 10 ans de traitement, un sevrage proportionnel lent, généralement sur plusieurs mois, est préférable à une réduction linéaire rapide. Alors, merci. Ah, merci. Oui, Merci, mais c'est pas la peine sur de faire. combien de temps, du Donc coup là, on est C'est d'accord, je suis sur complètement con. ChatGPT, Extra High, Solaire 5.6, c'est la crème de la crème. Ok. C'est sérieux, là, il n'y a que ça. Et donc, il sort que ça. Ok. Parce que moi, tu vois, je te dis d'emblée, c'est déjà un sevrage au moins sur 1 an, tu vois. Et là- Ça fait 10 ans. Alors, après, tu me diras non. Ça dépend comment se passe le début du sevrage aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer Non, parce que moi, je en vais te faire compte. rêver, je vais te faire En rêver. plus. Et puis, si les bipos complètement décompensés, tu peux l'arrêter d'un coup. Ah oui, c'est du développement, là. Alors attends, parce que lui, il répond, il développe un peu. Une approche raisonnable consiste à réduire d'environ 10 à 25% de la dose actuellement prise toutes les 2 à 6 semaines. Ah oui, c'est large comme fourchette. 10 à 25%. Alors là, ouais, c'est pas... Et 2 à Écoute, 6 semaines. là, je t'augmente de 10 à 25% Ah, de ton salaire. Ok, donc on va dire qu'on prend 25%. Bah, 25%, c'est beaucoup trop. C'est 25%. Tu vois, t'imagines, ça veut dire que tu le passes de 40 à 30 Ouais. d'une fois. Mais les gens, ils vont péter un câble s'ils disent ça, ok? Bah, de Et toute dire- façon, ça peut bien se passer, mais il faut d'abord faire un test, en fait. Tu fais d'abord Ouais. une baisse progressive. Enfin, tu fais une petite baisse et tu vois ce qui se Ok. passe déjà. Il y en a qui tolèrent très bien Ouais. les baisses. Enfin, Donc là, moi, la réponse à la question, ce serait déjà, et ça là, je suis content parce que j'en ai parlé dans le blog, ma question, ce serait de quel type de décroissance progressive est-ce que tu parles? Est-ce que tu es linéaire sur la dose et t'enlèves à chaque fois 5 mg, ou tu fais 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, ou t'as vu Geneviève Fourel? oui. Geneviève, elle est furieuse et dès qu'elle prend le clavier, elle crache sur les écarts. C'est vrai. Elle aime pas. Ok. Bon, donc est-ce que tu fais une décroissance linéaire ou tu vires 5 mg? Est-ce que tu fais une décroissance exponentielle? Là, tu me suis. Ouais. Tu vires 10% de la dose d'avant. Oui. Ok. Allez, d'accord. Donc là, tu fais 40, 36, Mhm. 36 fois 10%. Oui. T'enlèves ça, tchap tchap. Ouais. Ou est-ce que tu fais une décroissance hyperbolique? Tu suis. Quelle différence il y a? Je vais te dire tout de suite. Oui. Dans ce cas-là, tu regardes l'occupation des récepteurs. Ah oui. Tu fais un modèle théorique complètement fumeux qui viole certains principes de physique de base, mais qui sont plus pratiques pour les maths derrière. Et tu dis, bon, ben, sur ma petite courbe hyperbolique que je vends sur mon site internet, tapperclinic.com, ok, eh ben, je fais une décroissance où à chaque palier, je diminue de 10% l'occupation des récepteurs, ok? Eh ben, la réponse c'est, je sais pas si c'est vraiment la différence. Et le type qui a posé la question, je sais pas vraiment si c'est la différence non plus. Et donc, je considère que cette question n'est satisfaisante ni pour la réponse, ni pour la machin. Il y a des gens qui disent que ChatGPT est un peu dépassé. Je le referai avec Que Claude. cela ne tienne, oui, on le refera. On le refera avec Claude. Tu seras là? Okay. On le fera avec Fable. S'il faut, c'est pas un souci. Non, parce que les gens sont pas chiés quand même. On prend une IA, on prend la dernière IA sortie, la plus machin, et ils disent ouais, l'IA est pas bonne. En fait, tu peux pas t'en sortir. Bah, c'est ça. Ouais, ok. Tu triches. C'est quoi Libalvi? Tu sais? Non. Libalvi. Ouais. C'est quoi là-dedans? Olanzapine. Ah ouais? Hein? Libalvi. Ah, c'est une combinaison, c'est olanzapine, samidorphan. Ah. Ok. Donc là, les gars, je vous explique. T'es prête? Le labo qui a fait la olanzapine, c'est Lilly. Ouais. Okay, et ils ont filé ça à des souris et les souris se gavent. Tu files ça à des souris et les souris elles se gavent de dingue. Ça devient des rats. T'sais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars du labo? Tu crois qu'ils se sont dit, une fois qu'on file le médoc, les souris, elles cherchent à se remplir? Non. Ils ont dit, oh la vache, ça fait grossir sa race, ce truc. Ça, ils le savaient dès le début. Mais si tu veux faire un peu de pognon, t'optimises. Donc, ils ont sorti l'olanzapine. Et quand c'est arrivé au bout du pattern, ils se sont dit, bon, ben, on va essayer de gérer le poids. Okay, ils pourraient mettre la metformine avec l'olanzapine. Mais c'était générique, la metformine. Donc, ça marche pas. Oui. Donc, ils ont cherché d'autres trucs et ils ont sorti le samidorphan. Okay. Ah. Donc, en gros, l'olanzapine et le samidorphan, c'est comme l'olanzapine et la metformine, sauf que tu te pètes un peu plus le foie parce que la glycémie est moins bonne. Ok, donc c'est le samidorphan. Donc, c'est un antagoniste aux opiacés. Ok, faut le voir un peu comme la naltrexone. Ok. Étienne qui fait remarquer qu'on peut finir la naltrexone à la place. Ok. Donc, la question, c'est chez un patient qui a débuté l'olanzapine la nuit dernière et qui fait maintenant l'expérience de nausées, de vomissements
et d'attaques de panique, est-ce qu'il faut le prendre en urgence? Est-ce qu'il doit venir aux urgences, tu vois, emergency care? Eh ben, je te dirais que si mon interne vient me poser cette question, je lui dirais, est-ce que tu aurais pu donner moins d'informations? Et si tu devais supprimer une information, laquelle tu supprimerais? Tu vois, parce que vomit, est-ce qu'il vomit? Mais quelle quantité il a vomi? Est-ce qu'il vomit du sang? Est-ce qu'il vomit en jet? C'est quoi la tension? Est-ce qu'il avait déjà des attaques de panique? Enfin, tu vois, je sais pas du tout. Je sais pas si Zyprexa c'est une question. Zyprexa c'est olanzapine. Zyprexa c'est olanzapine, ouais. Okay. Donc tu vois la question, je sais pas du tout. Maintenant Geneviève, fais des commentaires. Non, les commentaires, je vous en prie. Ma crainte quand je lis vos commentaires, c'est je sais pas si vous aide. C'est plus ça, ma vraie crainte est là. Je sais pas si ça aide, si sur le plan du moral ça fait du bien. De râler constamment sur les psychiatres. Elle râle pas constamment, elle a juste répondu à un truc que tu as dit. Je l'ai vu ailleurs. Tu l'as vu ailleurs. C'est ça ma crainte, mais c'est tout. Après, évidemment que les psychiatres aux urgences, ils font n'importe quoi. J'ai failli crever, j'ai failli suffoquer, j'ai failli être intubé aux urgences parce que c'est fait n'importe quoi. Donc je suis très bien placé pour dire qu'ils font rien. La question, c'est vraiment ça. C'est et je me la pose aussi, tu vois. Est-ce que si tu veux changer les choses, ça t'aide de dire ils sont nuls. Tu peux le faire, mais tu peux pas faire que ça. Là, en l'occurrence, c'est pas ça qu'elle faisait. Mais c'était pas ça. Bon, c'est très bien. Ok, alors donc. Est-ce que tu connais des acteurs de la tech? Parce que Matt, c'est la 3e fois qu'il pose la question. Les acteurs, c'est quoi la tech? Mais je sais pas. Tout à l'heure, tu parlais de la tech dans l'IA pour remplacer les médecins. Ah oui. Ah bah moi, moi j'ai pas assez de temps dans une sainte journée, et donc je suis des philosophes, des sociologues, des psychiatres, des cardios, des réanimateurs, un allergologue, je sais pas ce qu'il faut, et des matheux, des économistes et des gens de la tech. D'accord. Mais je suis des gens de la tech, tu vois, donc c'est des gars qui sont des machines de guerre qui vulgarisent. Oui. Donc j'y connais rien. D'accord. Mais je suis des gens de la tech. D'accord, ok. Mais vite fait, hein, franchement. Ok. Donc là, honnêtement, donne-moi plus d'infos. C'est quoi cette question? Ça n'a pas la tête ou quoi? Alors, quelle est l'étape suivante? On a fait plus de la moitié. Quelle est l'étape suivante chez un... Mais attends, du coup, c'était quoi la réponse qu'il a mis Lui, pas nécessairement, oui, pardon. J'ai trouvé la question tellement pourrie, excuse-moi. Pas nécessairement dans tous les cas, mais des vomissements répétés après la première dose justifient au minimum un avis médical urgent. Toute exposition récente à un opioïde augmente fortement le niveau d'urgence. Quoi? Donc j'imagine que là, c'est que il est sous opiacés aussi, et que du coup il monte des syndromes de sevrage aux opiacés. J'imagine que ça va être ça le truc. Mais là, si t'as filé de l'olanzapine et du samidorphan à quelqu'un sous opiacés, il y a un autre souci, si tu veux, tu vois. Il y a un méga souci. Enfin, donc non, c'est pas bon. Je connais pas d'app ou de sites qui font le job de psychiatre. Non, mais il y a, comment ça s'appelle, cette appli là qui fait les renouvellements de psychotropes chez les patients dépressifs dans le New Jersey. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est sorti, c'est parti, hein. Hop, y a pas de souci. Hein. Lou en a marre. Ok. Lou, pourquoi vous ne gardez pas la deuxième partie des questions pour la soirée IA versus psychiatrie avec Claude? Oh, mais je vais me le faire avec Claude. Moi, je peux me faire Claude. Hein. Je peux faire Claude, Perplexity. Non, je vais faire que Claude. Okay. Non, mais il a raison, ça veut dire qu'on va refaire les mêmes questions. Non, je vais en trouver d'autres. Il y en a qui sont un peu plus durs parce que c'est un mélange d'endoc et tout. Donc, c'est parti. Donc, question 15. Est-ce que le bupropion peut entraîner fréquemment une augmentation des enzymes hépatiques? Ah oui, donc là, c'est des questions de fréquence dans le résumé des caractéristiques du produit. Donc la réponse est non, c'est pas fréquent. Voilà, ok. Bon, bah là, si c'est pour faire ça, tu demandes pas ça à ChatGPT. T'as affaire au savoir infini. C'est quoi cette question? J'en suis honnêtement à me demander si les médecins ont pas posé des questions un peu pourries. Parce que je refuse de croire. Là, t'imagines le processus. C'est bizarre, ça. T'as juste à taper bupropion sur Internet et t'as le résumé, t'as le RCP et t'as ce qu'il faut, quoi. Non, mais puis après, comment est-ce que les attaques de panique peuvent être gérées à la maison? C'est chelou de poser ça comme question, honnêtement. Pourquoi?
ça dépend de la gueule des attaques de panique. Moi, Ah oui. et de la relation que le patient a avec ces attaques de panique. T'as des patients, ils ont fait 5000 attaques de panique et ils en sont au stade où, oui, bon, écoute, ça va passer. T'en as où ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Oui. Et du coup, ils s'accrochent à tout ce qui peut passer, machin. T'en as où c'est tellement insupportable qu'ils sont prêts à passer par la fenêtre. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est impossible de poser ça comme question. Et là, tu vois, une respiration douce et régulière est préférable à des inspirations profondes et rapides. The fuck. Je suis désolé. Oui, ça dépend si t'as un sac plastique, un sac en carton, en En papier à plus, côté c'est de toi. préférable à des inspirations superficielles et rapides. quoi. Voilà, bref. C'est bizarre. Donc, mais là, tu vois, moi, je m'étonne parce que c'est ça le principe. La question est posée à l'IA et après, tu as d'autres médecins qui doivent évaluer la qualité des réponses d'autres médecins et de celles de l'IA. Et honnêtement, en fait, la question, elle est pourrie. Moi, tu m'invites et puis tu me dis, alors, tu penses que qui a répondu le mieux? Je te dis, bah, tu te fous de ma gueule du monde. En fait, elles sont pourries, ces questions. Je veux dire, on en a rien à foutre, quoi. Donc, c'est bizarre, ok. Quel est le rôle de l'orexine dans l'insomnie, qui est une molécule, quel est le rôle dans l'orexine dans l'insomnie? Et quelles sont les molécules approuvées par la FDA qui ciblent ce système? Bah, les Dora. Oui, voilà, bravo. Oui. DORA. Donc, c'est dual orexine antagoniste, ok, parce qu'il y a deux récepteurs à l'orexine différents, orexine 1, orexine 2. Nous, en France, on a Le Quviviq. le Gvivik, qui est un succès commercial. Le Et daridorexine. sur le plan clinique, Moi. ça fait plus de trous dans la sécu que de moutons Des fois, ça dans les marche. rêves. Oh, bah, des fois, ça marche. Il n'y a aucun souci. Mais bon, est-ce que ça valait le coup? Et la doxylamine aussi. Niveau de confiance, 100%. Ah oui. Donc, aux États-Unis, il y a la daridorexant, le lomborexant et le suborexant. Ok. Et là, ils sont en train de sortir spécifiques pour orexine de type 1. Ok. Et tu peux avoir des orexines agonistes qui aident pour la cognition dans la narcolepsie. Ok. Ouais. Est-ce que les individus diagnostiqués avec un trouble dissociatif de l'identité ont une conscience de toutes leurs identités alternatives? Wow, tu t'es lancé dans un truc. Est-ce que les gens avec un trouble Eh dissociatif ben, de alors, je ne me rappelle plus de la définition DSM, mais pour moi, dans la définition, non. Mais après, ça ne veut pas dire que la définition est bonne. Donc, dans le DSM, non, Ouais. on va dire ça. Et après, si tu me dis, est-ce que vraiment on sait de quoi on parle là? Ouais, c'est je ça, te dirais, ouais, c'est foireux, quoi. je te dirais, trouve-moi une autre question à poser à un robot parce que là, ouais, Ah bah oui. ok. Ouais, non, là, fais voir, on voit certains états identitaires peuvent être co-conscients et connaître les autres, tandis que d'autres sont séparés par une amnésie partielle. Ouais, je pense que tu t'es lancé dans un truc là, mon ami. Donc c'est fort. Un niveau de confiance 97%. Niveau de confiance 87%. Oh la vache, ouais. Je suis bon, pas trop, hein. je suis pas trop d'accord avec toi. Ok. Ouais. 6 questions, ça va le faire. Mhm. Quelles sont les considérations de sûreté et les risques potentiels quand tu utilises du bupropion chez un patient âgé avec des antécédents d'AVC? Et est-ce qu'il y a des traitements alternatifs tels que la RTMS Qui serait plus qui serait approprié. plus approprié pour une dépression post-AVC dans cette population? Tu m'as posé la question sur un patient, t'as même pas mis l'âge. Enfin, C'est un vieux. t'as même Donc, pas mis vieux, l'âge. Bah, excuse-moi, mais entre 65 ans et 90, c'est pas la même il y a un chose, je suis souci. d'accord. Ok. Mais bon, bref, de toute façon, les études sont faites sur les vieux, de manière générale. Mais là, Moi, j'en mets jamais, enfin, j'en mets peu de propres. Ça m'arrive mais d'en là, mettre. post-AVC, tu mets de la fluoxétine, en fait. Bah, c'est ça, tout. on est d'accord, hein. Enfin, post-AVC. Alors, il y a des études de RTMS, je crois, post-AVC aussi, dans la dépression post-AVC, mais pour moi, c'est surtout la fluoxétine. Pourquoi tu mettrais du bupropion? Bah, je vois pas pourquoi tu irais pas, ouais. Parce que la fluoxétine, c'est beaucoup plus sûr, quoi. Puis le niveau de preuve, il est bon. Enfin, Je vois pas pourquoi tu ferais ça. Donc, il y a des problèmes. Alors, après un AVC, le bupropion, tu peux le mettre, c'est pas un souci. Mais chez une personne âgée qui a fait un AVC, tu mets pas du bupropion. bah, Juste, tu mets pas du bupropion, mec, c'est pas compliqué. c'est vrai que moi, je me verrais pas trop faire Tu ça, mets en pas effet. du bupropion. Tu peux faire de la RTMS si tu veux, mais là, il y a des problématiques d'efficacité qui vont se poser. Et je vois pas pourquoi tu ferais autre chose que de la fluoxétine, honnêtement. Bon, j'ai pas trop pigé la question. Oui, quand un patient fait une hypercalcémie sous lithium, il y a un traitement précisément indiqué dans ce cas, lequel? Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles et fonction les médicaments diffèrent, à mon avis. Donc oui, j'ai pas compris la réponse ni la question, honnêtement. Allez, question 20. Est-ce qu'on doit être inquiet à propos de
fait de continuer du lithium chez un patient avec un trouble bipolaire du type 1 qui a récemment commencé du furosémide 40 mg pour une rétention hydrique, attendu que le lithium est de 0,8 et la créatinine est normale, particulièrement avec une chirurgie, un remplacement de chirurgie dans lequel protège du genou. Donc là, t'en es là. La question c'est, est-ce que chez quelqu'un qui est déjà sous lithium, qui a une lithémie à 0,8, tu vas... Mais vous nous l'avez déjà dit, Geneviève, la réponse à cette question. Oh là là, c'est pas possible ça. Chez quelqu'un qui est sous lithium, ok, est-ce que tu vas commencer du furosémide alors qu'il a une lithémie à 0,8? Ok. Non, c'est pas commencer, c'est continuer. Bah oui, enfin, tu vas continuer, tu vois. Est-ce que le gars il est sous lithium? Est-ce que tu vas continuer le lithium alors qu'on vient de le foutre sous furosémide? Il a une lithémie à 0,8. On va pas l'arrêter. Eh ben si. Ah bon? Bah parce que ça va diminuer l'élimination du lithium. Le furosémide, c'est un diurétique. D'accord. Mais du coup, tu le diminues, tu l'arrêtes pas. Ah bah, mais il faut être inquiet, tu vois. Je te dis pas que tu l'arrêtes, mais t'es inquiet, ouais. Okay. Oui, d'accord, mais il faut le diminuer, faut pas l'arrêter. Bah tu le diminues, parce que après j'imagine que il va avoir la chirurgie. J'imagine que derrière, souvent ces questions-là, derrière tu leur mets des INS pour la douleur. Ah non, bah non, pas en post-chirurgie, je pense pas. Bah, au contraire. moi c'est infréquent. Ah ouais. Ah bah oui, non. Ok. Donc c'est un diurétique, ok, qui peut augmenter les concentrations de lithium. Ouais. Donc tu peux être inquiète parce que ça peut faire un surdosage, ok. La chir peut faire le surdosage aussi. Ouais. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on sait un peu tous, hein. Donc. Bah ouais, pour moi, tu diminues, t'arrêtes. Moi, tu diminues. Non, mais la question, c'est est-ce que tu peux être inquiet, machin. Ouais, et en fait, le problème, c'est que tu sais pas trop quelle va être la réponse, tu vois. Ouais. En fonction des diurétiques. Eh ben, tu peux avoir une augmentation qui est absolument imprévisible. Des fois, c'est x2, des fois, c'est x6. Okay. Donc, tu diminues franchement. Donc, tu as des gens qui vont te dire, attendez, moi, je prends au carré, je m'en fous. Au pire, il fait 3 jours sans lithium ou 4 jours sans lithium, il va s'en remettre. Ah, mais si c'est qu'une histoire de 4 jours, oui, mais là, donc, si tu me parles d'anti-inflammatoire après la chirurgie, c'est pas 4 jours, tu vois. Bah, je sais pas du tout, on n'a pas assez d'infos. Mais du coup, là, j'imagine, donc c'était ça. Ça peut entraîner une toxicité au lithium malgré une lithémie à 0,8. Ok, donc là, tu es sur un niveau machin et donc en fait, on se prend la tête sur qu'est-ce qu'on fait après. Et c'est pareil, ils mettent une chirurgie du genou là dans quelques jours, on sait pas dans combien de jours c'est. En plus, tu sais pas s'il va pas y avoir encore des péripéties avant ta chirurgie. Tu sais pas s'il y a la ventilation, la climatisation à l'hôpital. Ouais. Parce que là, si tu te fais opérer à Laval, tu peux anticiper une déshydratation. Ah bah clairement, ouais. Ok. C'est ça. Ok, bon. Donc là, tu es sur une question, enfin, concrètement, s'il y a des psychiatres qui savent pas répondre à cette question, est-ce que tu dois être inquiet si tu mets mais au pire, le psychiatre, en plus, s'il sait pas répondre, il peut se renseigner. Non, t'es psychiatre, tu prescris du lithium, il y a un diurétique, tu te mets au courant, c'est pas possible. Je suis désolé de m'attendre ça. Tu changes de métier, c'est pas possible. Excuse-moi. Non, excuse-moi, tu peux pas. Tu te mets au courant. Là, tu peux pas. Non, t'es censé être au courant. T'imagines. Bon, imagine, voilà. Bon, je sais pas, moi, t'es pizzaiolo et il y a une tomate, tu sais pas couper. Bon, ben, tu te renseignes. Non, tu changes de métier. T'es pas au bon endroit. Tu sais pas couper les tomates, tu fais pas des pizzas, c'est pas possible. Mais je suis sûr qu'il y a plein de psychiatres qui savent pas ça. Oui, mais du coup, alors, aux États-Unis, promis, non, parce que ça, c'est rébêché, rapaché, machin. Je serais surpris qu'il y ait des médecins G qui savent pas ça aux États-Unis ou dans des trucs ou machin. Et si on a des psychiatres français qui savent pas ça, on n'a pas un problème d'IA, on a un problème de psychiatre. Ok? On a un problème de psychiatre. Ok, bon, je continue. Reste 4 questions. À quelle fréquence est-ce que la duloxétine entraîne une cirrhose hépatique? Mais ça, c'est encore des questions de notice de médicaments. Je vais te dire qu'on ne sait pas. Tu sais pourquoi on ne sait pas? C'est unknown. Parce que là, tu m'as pas parlé parce que la cirrhose, c'est un spectre, on est d'accord. Ouais. Ça se précise un petit peu. Il n'y a pas 36 000, il n'y a pas à quelle dose, deux types machin. Il y a la question de la dose. Il y a la question de comment est-ce que tu vas faire ton étude. Parce que si tu fais une étude, tu vas pas faire une étude randomisée pour regarder. De toute façon, c'est forcément du post-marketing. C'est du post-marketing sur des cohortes, on est d'accord. Tu vas pas suivre les gens. Tu vas pas suivre parce que c'est pas fréquent, on est d'accord. Donc tu vas pas suivre 20 000 personnes sous duloxétine pour voir s'ils deviennent cirrhotiques, on est d'accord. Donc tu vas faire des études de cohortes post-marketing en vie réelle et tu vas commencer à regarder ceux qui ont la duloxétine versus ceux qui n'ont pas la duloxétine. OK? Et là, tu vas être avec des problématiques
habituel de facteurs confondants parce que les patients auxquels on file de l'oxétine sont profondément différents de ceux auxquels on file du séroplex ou de la fluoxétine. Ne serait-ce que parce que la oxétine est une deuxième intention, deux, gérer pour les problématiques douloureuses. Ok. Personne se fait opérer du genou à Laval, les Mayennais vont à Angers, c'est prudent. Ah, la chirurgie lavalloise, c'est un véritable sujet. Okay. Mayonnaise de manière générale. Mayonnaise. Alors, ok. Donc on ne sait pas. Hein. Il n'existe pas d'incidence fiable de cirrhose attribuée à la duloxétine. Cet événement est exceptionnel et non quantifiable. C'est bien. Ok. Oui. Bon, ben parfait, on est d'accord. Ouais. Alors là, niveau de preuve, confiance 97%, c'est un vrai concept. À quel point tu es sûr de ne pas être sûr? Parce que moi, si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Ok. Alors, 3 questions. Ça, tu tiens le coup? Ouais. Quelles sont les probabilités... Attends, il ne faut pas qu'on spoil. Quelles sont les probabilités que la fatigue et les effets secondaires sexuels s'améliorent après avoir été sous séroplex 10 mg pendant 1 mois? Je suis désolé, Clara, je pense que les médecins psychiatres qui ont posé les questions, ils ont troll. Oui, hein. Je pense qu'ils ont troll. Probabilité. Les probabilités sont difficiles. Alors, il y a 2... On va le faire en 2 temps. Non, parce qu'on s'en fout de cette question. Mais je vois que tu te fais chier. Mais non, mais c'est pas ça, mais je comprends pas l'intérêt de la question. Enfin, tu peux dire, est-ce que c'est fréquent ou peu fréquent, tu vois, donc c'est vraiment... on peut faire une lettre à l'éditeur, si tu veux. La fréquence, pas la probabilité, mais le chiffre exact, je m'en fous. Ben, franchement, on peut faire une lettre à l'éditeur, moi, je suis Mais chaud. non, moi, je fais pas de lettre à l'éditeur, c'est ce que tu veux. Cher monsieur, nous avons fait les questions avec la nouvelle IA et le problème est le suivant, les questions sont pourries. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez? Ok, bon, alors, du coup, en gros, la fatigue, ça peut s'améliorer. Le problème, c'est que est-ce que la fatigue, elle est due à l'IRS ou à l'antidep ou elle est due à l'État? C'est finalement assez compliqué de savoir, sauf si tu lui mets 3 jours après, il est machin, mais c'est un peu compliqué, honnêtement. Et les effets secondaires sexuels, ça dépend desquels, honnêtement, parce que si c'est pas d'envie, ça peut changer. Si t'as plus d'érection du tout, c'est moins bon. Alors, toute chose égale par l'ardeur, on dit qu'on est genre 5% de chance que ça s'améliore spontanément, tu vois. Mais là, en fait, les études, elles sont compliquées à faire. En plus, les gens, quand tu leur demandes en recherche, est-ce que vous bandez? Eh ben, ils mentent, figure-toi. Ils mentent. Donc, en fait, on n'a pas la moindre foutue idée. Aucune probabilité individuelle fiable ne peut être donnée. C'est parfait, mon gars. 96%. Ah! J'aimerais bien avoir le raisonnement. Pourquoi tu as mis 96 là et 97 à celle d'avant? Il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur le fait d'avoir eu des INS avec du lithium. Alors, sans répondre précisément aux commentaires, parce que je peux pas trop, voilà, mais je dirais que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte très rapidement que il fallait que le patient soit très au courant de ce qu'ils pouvaient pas prendre avec le lithium. Ouais. Alors c'est écrit sur leur dos, moi aussi. Ouais. Mais même comme ça, parce que en fait quand tu vas voir un autre médecin, tu montres pas forcément ton ordo du psychiatre. Il faut que les patients soient au taquet là-dessus, quoi. Mais vraiment, moi j'en ai vu plein des prescriptions d'INS sur du lithium par d'autres médecins, même parfois avec des patients qui leur montraient l'ordonnance, qui leur disaient attention, je prends du lithium, je crois qu'il y a des médicaments que je peux pas prendre. Les médecins, il y a moi, à l'hosto, il y a un hosto où ils m'ont mise l'itémie à 1 et ils l'ont mise sous un IEC, si tu veux. Donc, j'étais oh la vache! On a fait la lithémie en urgence. Ouais. Le patient, il a mis 2 semaines à la faire parce qu'il n'était pas très inquiet. 1,3, si tu veux. 1,3, et c'est le patient qui me l'a ramené. Le labo, il t'appelle pas, hein, machin. Donc, j'étais là, je fais, les gars, vous déconnez. Mais pour moi, c'est une erreur médicale, tu vois. C'est juste une faute médicale. Concrètement, c'est une faute médicale. Après, si tu me dis oui, mais le système est pas fait pour prévenir les fautes, pourquoi pas? On est en 2026, honnêtement, on est en 2026. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un système centralisé où chaque fois que le pharmacien il entre la carte vitale, on a les fucking médocs et du coup il y a un gros warning qui sort. Si tu veux, je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi on bourre le mou au psychiatre avec le syndrome sérotoninergique qui 1 veut rien dire, 2 n'arrive quasiment jamais, alors que on a encore des gens qui se foirent avec les IEC, avec les diurétiques et le lithium. C'est un vrai problème. Franchement, c'est un problème majeur. Et du coup, vu qu'il y a des gens, parce que tu vois. C'est l'effet papillon, tu vois. Là, le type, il va dire ça se trouve, il y en a un qui va lire, il va dire, oh la vache, le lithium, ça me fait flipper. Il y en a un, il a eu les reins qui ont flambé parce que il a pris du lithium sans faire gaffe, et à un INS. D'autres, de temps en temps, il prend de l'aspirine, tranquille, je sais pas quoi, il s'abîme un peu. Tu vois, je veux dire, c'est catastrophique, quoi. Donc, en fait, ça a des répercussions majeures. Et bon, ok. Quelle est la molécule, quelle classe thérapeutique est-ce que Auvelity
à quelle classe thérapeutique est-ce que ça marche, ok? Mais si, on l'a le warning. Hein. Alors, on a, ouais. Il y a un warning. Hein. On a un warning, mais tu En sais fait, combien il y en a? le problème, c'est que, oui, c'est ça. Le problème, c'est que quand on fait des ordonnances de médicaments, on a des warnings partout. Il y en a 40. Partout. On a plein de warnings. Donc, en fait, on est noyé sous les warnings, dont 3/4 servent à rien, en fait. Hein. Du genre, warning, attention, il y a 2 médicaments de la même classe dans l'ordonnance, enfin des trucs... Et c'est le plugin Vidal, hein. Ouais, c'est ouais. Vidal qui fait cette merde. Hein. C'est des trucs à la oui. con. Et en fait, du coup, les vrais warnings, ils sont Tu noyés. les as pas, ouais. Donc, tu pourrais honnêtement, tu vois, si t'es tu Doctolib. l'as, je pense, mais c'est noyé, quoi. Oui, tu l'as, mais t'as une chier de trucs qui servent à rien, quoi, tu vois. Donc, tu vois, genre sur le lithium, t'as diminution de la fertilité chez l'homme. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Je te dis même pas c'est faux. Mais c'est pas un warning. C'est pas un warning. Les warnings QTC, ouais, exactement. Les warnings QTC, il y en a plein. Et puis alors là, ça clignote en rouge. C'est limite si t'as pas une alarme qui sort de ton ordi. Alors que des fois, tu vois, t'imagines, tu pourrais brûler toute la science. Tu sors ton médoc, la FDA te dit on est inquiet pour le QT, faites les études. Tu fais les études avec le séroplex, là, les citalopram. Tu montres qu'il y a 4 millisecondes ou je sais pas quoi. Et les gars, ils s'en foutent, ils vont quand même faire on va quand même mettre des warnings, on sait jamais. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi c'est d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a une déconnexion comme ça? Non, mais tu vas le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, c'est mon anniversaire. Okay. Parce que la médecine est faite par des médecins et des cliniciens, ok? Tu es une perle rare. Pas parce que tu es une gonzesse horrible avec moi, mais parce que tu as vu des centaines de patients, ok? Tu fais de la clinique. C'est une expertise que rien ni personne ne peut ni t'enlever ni remplacer, ok? Et donc, tu sais, parce que tu l'as fait naturellement, tu sais qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut prioriser, etc., etc. Okay, tu le sais parce que tu as fait un peu d'études, mais aussi parce que tu as bossé comme une dingue et que tu vois des dizaines de patients par jour, ok? Quand tu es un administratif, t'as pas la moindre foutue idée de ce que c'est, tu vois. Oui, et le cœur, ça fait peur. Ouais, le cœur, ça. Et tu sais, non, mais je veux dire, tu peux même pas imaginer ce que tu régules, tu vois. Si moi, demain, tu viens me dire, écoutez, docteur Sikorov, vous allez diriger un hôpital. Je vais te dire, j'ai peut-être pas les compétences. Si tu me dis, vous allez diriger une école, je vais te dire, mais vous foutez de la gueule du monde. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire, tu vois. Mais quand tu es un administratif, tu peux, il y a pas de souci, tu kiffes, ok? Et l'administratif, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut pas de risque. Il veut pas prendre de risque, ok? Donc lui, il est objectif risque 0. Donc, il peut te pas bombarder de warnings, il s'en branle, tu vois, ok? Et du coup, toi, tu te retrouves comme ça, machin. Et c'est ce que j'ai fait dans un article récent. Je suis très content de moi. En fait, les médecins doivent se battre parce que les administratifs sont en train de mettre la mainmise sur un truc qui ne peut pas être remplacé. Honnêtement, si les psychiatres étaient remplaçables, je serais le premier content. Je veux dire, si les gens sont mieux soignés par des robots, j'en ai rien à foutre, honnêtement. J'irais faire autre chose, je m'en fous. Mais à mon avis, là... Moi, ça me saoule. Et avec l'IA, moi, je ferais autre chose, tu vois. Moi, j'aime bien mon Mais avec l'IA, je pense qu'il y a des administratifs qui n'ont pas la moindre foutue idée de ce que c'est, qui sont en train de triper sur et je suis désolé, là, c'est pas prêt. Non. Alors, tu peux me dire, OK, mais en fait, c'est Claude qu'il faut faire. Continuer parce qu'il est déjà 21. Mais après, on va t'inquiéter. En fait, c'est Claude qu'il faut faire, mais je suis pas convaincu que ça va le faire quand même. Et donc, Ovelity, est-ce que tu sais à quelle classe c'est? Ovelity. C'est où, Ovelity? Question 23. À quelle classe? Non, je sais pas ce que c'est, Ovelity. Est-ce que ça t'intéresse de savoir à quelle classe? On en a rien à branler, tu vois. Non, mais je sais pas ce que c'est. Eh ben, Ovelity, c'est du dextrométhorphane avec du bupropion. D'accord, ok. Ça s'appelle Ovelity parce que ça marche vite. Ok. Parce que le dextrométhorphane, quand tu te le prends dans la gueule, tu t'en souviens 5 minutes. On voit plus le bupropion aussi un peu. Et le bupropion un peu aussi, mais donc le bupropion là, il est là, 1 pour l'effet antidépresseur, 2 parce qu'il inhibe le cytochrome 2D6, le dextrométhorphane qui est un truc qui est abusé en soirée, hein, on est d'accord, c'est le purple, je sais plus quoi d'ailleurs, s'il y a des jeunes là, dans le chat. Des jeunes. Et là, t'as Étienne. Ah oui, il vient d'avoir 37 ans, il est vieux. C'est chaud. Le purple drink, je sais pas quoi, purple machin. Et donc, il y a du dextrométhorphane dessus. En fait, c'est un antitussif, tu vois. Oui, je sais. Et du coup, purple drink, je crois que c'est. Et du coup, le dextrométhorphane, le problème, c'est que la demi-vie est très brève. Ok. Donc, en fait, ils utilisent le bupropion pour augmenter la demi-vie. C'est inhibiteur du 2D6. T'aurais pu dire, tu dirais, ouais, mais on pourrait faire ça avec la fluoxétine. Oui, mais là, tu risques le syndrome sérotoninergique, sauf qu'en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Donc, en fait, j'imagine qu'ils vont nous dire que c'est un antidépresseur
ce qui serait tragique, c'est un antidépresseur. Ok. Mmh. Donc voilà. Donc en fait, on n'en a rien à foutre des classes. Et parmi les classes dont on a le plus rien à foutre, c'est la classe des antidépresseurs. Oui, oui. Parce que du coup, visiblement, la fluoxétine et le bupropion et l'extrométhorphane, c'est des antidépresseurs. Mm. Ok. Donc ça marche plus vite que les autres, l'Ovelity, là, c'est pour ça que ça marche. C'est pareil, c'est nul comme question à poser à C'est une nul à IA. chier. Enfin, À une IA et à un psychiatre. bah, Honnêtement, déjà, oui, mais... imagine, tu vois, tu te dis, vous Enfin, je avez sais l'air pas pas... pourquoi ils leur ont pas présenté juste des cas cliniques, en fait. Tu fais des Je sais vrais pas. cas cliniques, quoi. Ouais, je sais pas. Et tu les déroules, comme dans les examens, en fait, tu vois. Tu Ah fais ouais. un cas Ah clinique, ouais. tu le Tu déroules. veux que je te et dise puis- pourquoi? Parce que si tu files des cas cliniques à une IA, elle se chie dessus. En Ouais. psychiatrie, elle patine. Bah oui, mais c'est ça qu'on demande, en fait. Eh ben, et c'est le moment de publier un article, là, hein. Non. C'est le moment de publier. Allez, on va faire ça. C'est une excellente idée. Ok. Allez, on continue. C'est bientôt fini. Est-ce que l'amygdale est une option appropriée pour traiter la cyclothymie? Tout est approprié pour traiter. De toute façon, n'importe quel régulateur d'humeur peut être essayé, mais je crois que le niveau de preuve, entre guillemets, c'est le lithium, non? Sur la Bah, cyclothymie. alors, comment tu vas faire pour prendre tes patients cyclothymiques? Mais déjà, c'est pourri, la définition cyclothymie. Comment tu vas faire? Mais là, mais parce que les gens, ils pensent. Il faut qu'il n'y ait que 3 critères de dépression. Non, C'est bien, mais 4 c'est ça. critères de dépression C'est ça. et 3 critères d'hypomanie. Et nous sommes dans la Tantôt. Tu cyclothymie. vois, c'est ça. Mais par contre, il n'en faut pas moins, Faut pas un de moins, faut pas un de pas plus. de plus. On est C'est- d'accord, c'est ça. Alors, si tu peux avoir 3 critères de dépression, je pense, pour le coup. 3 ou 4. Par contre, l'hypomanie, c'est 3. Ouais. Et si t'es deux, après. Là, c'est non. plus, t'es Non, plus- donc en fait, pour les gens là qui se posent la question, le problématique, c'est que le DSM a créé des cases, mais que en fait, ces cases sont inaccessibles pour le clinicien parce que tu peux pas en pratique compter les symptômes qui soient stables dans le temps Ouais. et parce que c'est un peu un tempérament, ok. Et après, demander à d'autres médecins d'être d'accord avec toi, tu vois, c'est pas possible, ok. Donc pour la schizophrénie, les psychiatres sont pas super d'accord. Pour le TDAH, ils sont pas très d'accord. Pour la dépression non plus. Alors pour la cyclothymie, ils laissent tomber, ok. Donc le docteur Elie Antouche, j'en ai entendu plein de bien, mais à mon avis, ça c'est une chimère. Tu peux pas faire des études sur la Je crois pas que ce cyclothymie. soit lui qui fait. Bah, il a beaucoup bossé sur ça. Oui, c'est ça, Ouais. ouais, il a bossé dessus. Oui. Il a bossé sur ça, mais du coup, lui, à ma connaissance, il a utilisé une définition un peu plus laxe, ce qui est pas grave en soi, mais à mon Mais avis, non, là, mais de toute façon, je crois qu'il utilise plus la définition du tempérament plus cyclotimique sur ça, d'atypical, ouais. on Il est est d'accord, plus parce qu'ils sur ont ça. bossé ensemble. Ouais. Ouais, c'est- donc là, à mon avis, je sais pas, enfin, cette question, elle est à foutre à la poubelle, quoi. Je veux dire, tu sais même Ouais. pas ce que c'est la cyclothymie, honnêtement. Mais ça, à mon avis, tu vois, c'est un truc que l'IA et que l'administratif peut pas forcément piger. Tu vois, l'administratif, tu lui dis, c'est 7 critères, machin, il dit, bon, bah, c'est pas compliqué, il y a les critères, tu vois. Ok. C'est quand même un niveau de confiance de 91%. 91%, ouais, ok. Non, un danger en touche. Moi, j'ai eu des bons retours sur en touche. Moi, hein, j'ai des donc, bons j'ai retours, quelques ouais. patients qui l'ont eu, mais. Alors, je nuance, moi, j'ai eu des retours où il a l'air impliqué. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu de retour où il en a rien à foutre ou machin. Bah truc, ouais, mais c'est ça. Ouais. qui, à mon avis, fait le truc parce qu'il y a des gens Oui. qui vont vous dire que je suis un danger. Hein. Mm. Et ils ont peut-être raison. Et Qu'est-ce qui distingue les pensées rapides vues dans l'anxiété de celles qui sont dans l'hypomanie? Ça veut dire que tu es sur une hypomanie pure. ouais. Parce que si tu es mixte, tu es mort. Bah, T'es c'est mort ça. pour ta tronche. Ok. Tu dirais quoi? Bah, c'est tout le reste autour. C'est surtout ça en fait, hein, parce que en soi sur la clinique même, sur l'exercice clinique de la pensée rapide en soi, genre pur, isolé de tout le reste, Ouais. bah tu peux pas vraiment faire la Non. différence en fait. J'imagine Pour moi, si tu c'est prends un tout ce qui se algorithme, passe autour, quoi. si tu prends un algorithme, j'imagine que tu vas pouvoir montrer que dans la hypomanie, il y a un petit peu plus de mots par seconde, ou alors qu'il y a une irrégularité des mots, tu Oui, vois. oui, Je bien sais pas sûr, quoi mais- dire. Ok. Le TDAH, oui, bah pareil, oui, en effet, tu peux aussi avoir ce genre de choses dans le TDAH, dans certains, ouais, hyperactivité assez sévère pour le coup. Alors bon, moi je vais te la faire complète. On va dire que on peut distinguer le contenu des Mhm. pensées. Les pensées quand tu es anxieux, elles sont probablement plus soit sur le passé, soit sur les futures problématiques, difficultés anticipées, alors que l'hypomanie, ça peut plus être sur Oui, le contenu, oui, d'accord. tu vois, Oui, le j'imagine le contenu est pas le contenu- même. Oui, le ça- contenu est oui, pas non, tout t'as à fait raison, le t'as même. raison. Mais ça dépend Euh, du bipolaire quand même, hein. ça.
Les répercussions, on est d'accord, parce que ça peut Autant être dans un peu... l'anxiété, c'est vrai que la thématique de l'anticipation est vraiment un classique, autant dans l'hypomanie, le contenu peut vraiment Ça varier peut varier un petit peu, ouais, à mon avis, c'est assez franchement d'un labile. patient à l'autre. Ouais. J'imagine que les répercussions des pensées sont pas les mêmes. Là où dans l'anxiété, c'est anxiogène, alors que dans l'hypomanie, ça peut être parfois stimulant, tu vois. Et si je faisais ça, machin. Oui, oui, ah bah c'est ça, mais Ok. ça, oui. Je trouve que le premier On va truc, dire c'est quand ça. même ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, tu vois le patient, c'est pas la même chose. T'as plus tendance à ressasser le même contenu sur l'anxiété Oui, oui. que machin. Oui, il y a plein de choses. On peut dire ça, j'imagine. Répétitif, centré. Alors lui, il dit dans l'anxiété, les pensées sont généralement répétitives, centrées sur les menaces et vécues comme pénibles. Dans l'hypomanie, elles correspondent plus souvent à une accélération associative avec une multiplication et changement rapide des idées. Dans le cadre d'un Oui, épisode c'est global. en général, mais je suis désolée, moi j'ai vu des hypomanies Pourquoi qui étaient très mal vécues aussi. Hein. Donc Sauf voilà. que c'était franchement des hypomanies. Mais parce que les symptômes autour étaient francs sur l'hypomanie, mais avec des patients qui, a posteriori, et même parfois pendant l'hypomanie, vivaient très très mal ce côté Ok. On est d'accord. accélération des pensées. On est d'accord. Donc pour moi, c'est là où tu vois typiquement la théorie se heurte à la pratique. Et en fait, autant en théorie, je vois très bien pourquoi la question peut être pertinente, autant en pratique, déjà, tu vois, mon gros warning, ce serait, bah, tu peux avoir les deux en même temps. Ok. Et moi, je dirais à un interne, la sémiologie est suffisamment peu fiable et fragile pour que j'aborde ça avec une grande prudence, tu vois. Mais c'est ça. Il est parfois très difficile de faire la différence. C'est comme il y a aussi des différences théoriques entre une manie, entre un schizophrène et un bipolaire sur les phases maniaques. Ouais, oui, une manie oui, délirante, t'es censé avoir des différences en théorie, mais en pratique, c'est pas vrai, quoi. C'est ça, bah oui. En pratique, tu peux pas savoir. C'est l'évolution qui va faire le truc. Enfin, ouais. Combien on en a vu des gens qui avaient des allures de manie délirante et qui devenaient complètement schizophrènes après, ou des gens qui avaient juste des allures de chelou délirants et qui en fait étaient bien bipolaires. Enfin, c'est juste pas si clair que ça, quoi. Donc, pour moi, et on finit là, le problème là, c'est que, les questions sont pourries, pour conclure. 2, l'IA n'est pas au courant que la psychiatrie... Elle n'est pas au courant que les disciplines sont pourries, que les questions sont pourries. Et 3, l'IA n'est pas au courant de la fragilité de la discipline, notamment parce qu'elle se nourrit du savoir collectif et que le savoir collectif en psychiatrie, il est pourri. Je suis désolé. Il est juste pourri. Donc là, si je te demande, est-ce que la eskétamine diminue les idées suicidaires? Mais en fait, l'IA, s'il regarde toutes les études, elle va te dire, ça dépend de quand tu me demandes, mais à 2 mois ou à 6 mois, ça change pas grand-chose. Les médecins qui sont payés par le labo et qui touchent l'achat continuent à balancer des études qui disent que oui. Et en fait, tu as une espèce de conflit constant entre les études, la science, la vraie, les études faites par les labos qui sont pourries, les études qui sont tirées de l'expérience clinique, etc., etc. Et pour moi, l'IA n'est pas prête, ou alors les gens qui se servent de l'IA sont pas prêts. Okay. Attends, il faut jamais demander à Mickaël ce qu'il pense de Gamy parce qu'après on en a pour la nuit. C'est Gamy. Alors, Gamy, immigré iranien. Okay. Mais pourquoi tu commences comme ça? Je commence comme ça. Et on leur a roulé dessus. Il est fan. On leur a roulé sur leur... Non, je suis d'accord avec certains trucs de ce qu'il dit. Non. Il n'arrête pas avec Gamy. J'en peux plus. Akiskel, il a dit des trucs intéressants et puis il y a des choses qui sont un petit peu achetées parce que je crois que c'est lui qui a fait tous les sous-types de bipolarité. Oui, je suis pas fan des sous-types, mais il était très productif. Oui, très très productif. J'avais regardé pour ma thèse parce que c'était des trucs centraux. Il avait fait 100 articles en genre 2-3 ans en premier auteur. Hein. Ok, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Je sais pas si les gens se rendent compte, c'est monstrueux. Ouais. Avant l'IA. Ouais. Il est plus productif que Claude. Ok. C'est quoi cette question, Jean-Christophe? Entre schizophrénie et profil zèbre, il n'y a absolument aucune différence. Si tu fixes un schizophrène assez longtemps, il devient zèbre. Ok. Écoutez, on y va. Merci pour votre intérêt. J'espère que c'était pas trop mal, honnêtement. Ceux qui veulent plus d'infos en psychiatrie, machin truc muche, je vous redirige vers le Substack. Ça, c'est pour quand les gens regarderont sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Eh ben, bon courage. Eh bien, oui, il y aura un replay. Il y a un replay? Bah oui, ça va être en replay. Oui, c'est en replay. Ouais. Ah ouais. Alors, achetez le livre. Achetez le livre. Merci Étienne. Achetez le livre. Non, mais le livre. Il y a un livre. Il y a un livre et il est épique. Ouais, il est épique très bien, le bouquin. livre. Franchement, il faut l'acheter. Il est épique. On apprend plein de trucs.
Et t'en as pour 10 heures de lecture, hein, franchement. Allez, bon courage. Allez, bonne soirée!